le webinaire, voilà. Ouais, Et donc, bah, Laurent, on t'accueille. Je veux bien que tu passes la diapo suivante. On t'accueille pour que tu nous parles de ton métier, puisque tu es paysan et tu travailles en agriculture biologique de conservation des sols. Pour nous, ça nous paraissait oui, important, pour ce troisième webinaire, de faire un focus sur le monde agricole et le monde agricole en grand, on dirait. On sort des jardins, oui, on sort du maraîchage et on s'intéresse à la grande culture, mais une grande culture qui est soucieuse de préserver la vie et en particulier le sol. Donc, on te laisse la oui. parole pendant une vingtaine de minutes et moi, j'invite tout le monde à poser les questions, poser vos questions dans le chat et évidemment, on aura un temps après jusqu'à 12h30 pour discuter. Alors, est-ce que tu Bonjour. peux... Ouais, pardon Laurent. Bah, déjà, te présenter, toi, succinctement, d'où tu viens, ce que tu Oui. fais aujourd'hui, puis ensuite peut-être introduire le thème de l'agriculture biologique de conservation des sols. Donc, Laurent Racure, j'ai 55 ans. Je suis agriculteur céréalier dans le département de l'Ain, au nord de Lyon, plutôt au Val-de-Saône, donc sur un axe nord Lyon-Dijon. Je suis au nord de Lyon, dans le département de l'Ain. Donc, je suis associé à un collègue, nous sommes en GAEC, sur une surface de 200 hectares. Et nous sommes agriculteurs biologiques, on pratique l'agriculture biologique. Bon, il faut savoir quand même on a quand même tous les deux une formation agricole. Moi, j'ai une formation agricole de production végétale. Après, j'ai fait un BTS en protection des cultures dans les années 90. Et c'est un enseignement de l'époque euh, dans lequel, bien sûr, je ne me reconnais plus du tout, hein. À l'époque, on mettait en avant des problèmes et en face systématiquement une molécule. Voilà, c'est comme ça qu'on a appris à devenir paysan. Bon, donc je suis sorti de l'école en 92. Je suis devenu technicien agricole dans une coopérative agricole. Et je fournissais des produits phyto, des engrais chimiques, des semences traitées à des adhérents de la coopérative. Donc, je connais bien le système dit conventionnel qui est pratiqué majoritairement aujourd'hui sur le territoire français. Euh, et au bout de ce système, je me suis installé en 2001 en agriculture conventionnelle, dit conventionnelle, puisque le bio, à l'époque, j'avais envie, mais le bio était quand même très peu développé. Il y avait très peu de partenaires dans le secteur, je me suis installé en agriculture conventionnelle. Donc, on peut peut-être, je sais pas ce que tu en penses, Xavier, pour l'instant, la vidéo, enfin, la première diapo, ça décrit l'agriculture, l'ABC. On peut peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, vas-y, Laurent, c'est très bien Ouais. de pouvoir définir Ok, de après, je quoi c'est. reviendrai sur la Oui, chronologie, comment je suis arrivé à l'ABC. très bien. Allons-y. Hein. Donc, l'agriculture biologique de conservation, elle combine deux techniques, hein, deux paradigmes. L'agriculture de conservation qui est pratiquée en conventionnel, hein, mais qui met en avant la vie du sol, le travail minimal des sols, mais qui repose sur de la chimie, la maîtrise des adventices par des herbicides et une fertilisation d'éléments solubles, une fertilisation chimique, NPK, oligo, avec des engrais chimiques. Et donc, l'objectif, c'est de combiner cette agriculture respective des sols, mais se débarrasser des engrais chimiques et des produits phyto. Donc, que l'on pratique, que l'on utilise pas justement dans l'agriculture biologique. Donc, c'est bien concilier les deux, l'agriculture biologique sans chimie, à l'agriculture de conservation des sols, qui est quand même loin d'être ridicule, bien que conventionnelle, elle est loin d'être ridicule sur la vie des sols. Il m'est arrivé les sols les plus vivants que j'ai rencontrés dans toutes mes visites, c'est quand même des sols en conventionnel, Donc avec là, ça veut dire, des sols Laurent, très, très que fonctionnels. ça veut dire que Oui, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut se représenter de l'agriculture biologique, qui aujourd'hui oui, a besoin de travailler les sols tout à fait. souvent et qui donc Oui. impacte quand même, malgré l'absence de phyto, qui impacte la vie du sol. Ah oui, fortement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, je me suis installé en 2001 dans un système un peu, on pourrait illustrer par ces deux photos, des sols nus en hiver, des labours systématiques avant chaque mise en place de culture, des labours d'automne.
des labours d'hiver, absence d'interculture. Dans les années 2001, on en parlait très très peu. Et avec des problèmes d'érosion, bien sûr, hein, là, on voit des cailloux qui affleurent, visibles sur des bosses comme ça. C'est une photo de 2024 que j'ai fait chez un voisin, hein. Donc la terre est partie en bas, à gauche, on voit bien une accumulation. C'est des scènes qu'on voit assez régulièrement dans le secteur. Donc assez rapidement, je me suis converti, donc j'ai arrêté le labour, hein. Donc me suis dirigé assez rapidement vers des techniques culturales simplifiées, euh, illustrées par cette photo. En premier plan, je ne sais pas si vous voyez ma souris là, en premier plan, tac, vous avez une terre conduite comme je l'ai conduisais en 2001, hein, un retournement systématique, une porosité très mauvaise, une hydromorphie, un effondrement des structures. On voit bien quand même que le sol est très, très impacté par le labour. Et à côté, ici, vous avez un de mes voisins qui travaille en TCS, donc sans retournement. Il fissure le sol, il crée de la terre fine en surface, mais il ne crée pas de retournement des sols. Et on voit bien quand même la différence, hein, une très bonne porosité. Ces deux, voilà, on est en printemps 2024, hors pluviométrie, un sol très filtrant, beaucoup plus brun, beaucoup plus enrichi en carbone, parce que voilà 20 ans qu'il pratique les TCS, ce collègue, et le voisin qui est en système labour, qui reste majoritaire, hein, dans le secteur, malheureusement. Alors, quand tu dis TSS, technique culturelle simplifiée, on est bien Oui, d'accord que là, ça signifie toujours, pour le voisin donc, qui est la parcelle dans le fond, oui, oui. ça oblige toujours l'usage des pesticides, hein. Alors, tout à fait. C'est indispensable dans ces deux cas. Il va y avoir une levée des mauvaises herbes parmi la culture qui sera maîtrisée chimiquement, bien sûr. Et c'est une fertilisation minérale, hein. C'est des gens qui n'ont pas d'élevage, qui ne font pas venir des fluents d'élevage d'une zone d'élevage à côté. C'est uniquement engrais solubles liquides et produits phyto classiques, hein. C'est ce qui est majoritairement aujourd'hui pratiqué, hein. Mais Très bien. malgré tout, on voit quand même l'effet sur la porosité des sols, hein, sur quelqu'un qui ne crée pas de retournement ici, hein, qui a une structure beaucoup plus verticale qu'un voisin ici, qui laboure et qui a quand même des strates. Et puis, on voit bien l'effet. Après une grosse pluie, on voit bien l'effet. Donc, vous repassez 3-4 heures après, l'eau a disparu. Mais là, l'averse vient d'arriver et on voit quand même l'effet, quoi. Voilà, donc ça, on a pratiqué progressivement, hein. On a été très progressif de 2003. Alors, il y a une faute, c'est pas 2026 sur la diapo, mais c'est 2006, 2003 à 2006. Une petite faute de frappe, là. Ah, d'accord. Ouais, ça, j'ai oublié de. Ouais, bref, c'est une erreur. Donc, les 3 premières années, on a pratiqué cette interculture, ces pratiques de TCS, en implantant des intercultures progressivement, hein, en implantant des intercultures l'été. Et bon, on a commencé. Ce qui peut créer quand même de Alors, l'espoir, peut-être, c'est que pardon assez. Laurent, pardon Laurent, Oui, je suis oui, censé ouais, bien vas-y. t'interpeller quand il y a des mots qui peuvent être un peu techniques, parce que toi, c'est Oui, du langage commun. Interculture, tu peux dire en une tout à phrase fait. ce que tu appelles interculture? Une interculture, c'est des plantes que l'on met entre deux cultures commerciales. Par exemple, entre une culture. On s'imagine dans des moissons d'été, on moissonne le blé au mois de juillet, d'accord? Et on a pour objectif de mettre une culture de printemps, mais l'année suivante, on ne laisse pas le sol nu. On va implanter une interculture, donc une culture qu'on ne commercialisera pas, qui aura pour but de se développer en juillet, août, septembre, octobre, jusqu'au gelé, d'accord? Et qui aura pour but de fertiliser le sol, de fissurer le sol, de créer des partenariats avec les micro-organismes pour éviter ce qu'on voit à l'écran actuellement, des sols nus comme ça, 6, 7, 8 mois par an. Donc synonyme, engrais verts, couverts végétaux, c'est ça? Tout à fait. Couverts végétaux. Ok. Engrais verts pour les Interculture, jardiniers, pour couverts prévenir. végétaux. Alors, le plus diversifié est le mieux, hein, bien sûr, avec des graminées, des dicotes, des légumineuses. Plus on a des intercultures diversifiées, et plus c'est intéressant, plus c'est Alors, intéressant. on va y arriver du coup, si tu peux Oui, continuer. oui, continue. Voilà. Donc, d'année en année, bien sûr, nos sols se sont bonifiés, beaucoup de turricules,
beaucoup de carabes qui commencent à se promener. Les carabes, c'est des coléoptères qui nous aident dans la lutte contre les limaces, entre autres. Consomment énormément de mauvaises herbes aussi, de graines de mauvaises herbes. Donc, on s'est dirigé vers le semi-direct, donc du travail minimisé, ce qui impose des investissements, hein, inévitablement, avec des semoirs capables de positionner la graine dans le sol sans travailler le sol. Donc, c'est des semoirs qui ont des puissances de terrage, comme on dit, qui ont une faculté à mettre la graine dans le sol de manière précise, avec une profondeur régulière. Voilà. Donc ça appelle, c'est des semoirs de semi-direct, hein. Donc, le rouge, le semoir rouge, là, vous voyez, on voit la dent avec un tube qui descend. C'est très, très simple. À l'intérieur de ce tube, il y a un courant d'air qui véhicule la graine. La graine tombe au sol et il y a une roue qui vient rappuyer le sol. C'est toujours important de rappuyer le sol. Et la différence d'altitude, je dirais, entre la dent et la roue, c'est la profondeur. Donc, c'est très, très régulier. C'est des semoirs de semi-direct qu'on utilise à l'automne. Et à gauche, vous avez un semoir encore plus précis qui, lui, est capable d'avoir une maîtrise et une puissance de terrage, une maîtrise de la profondeur, mais de mettre des plantes équidistantes à un 2 cm, 2 cm et demi, 3. On règle comme on veut. Donc, c'est encore des semoirs ce qu'on appelle des semoirs de précision. Voilà. Alors, tu nous diras tout à l'heure, Oui. dans ton métier aujourd'hui aussi, la partie que tu consacres à la fabrication ou en tout cas à l'adaptation d'outils. Mais on en parlera peut-être un peu plus tard, hein. On en reparlera tout à l'heure. D'accord. Donc voilà, on a pratiqué cette agriculture dite conventionnelle, hein, puisqu'on avait les produits phyto, on avait le glyphosate, on avait des engrais minéraux, mais on s'efforçait systématiquement d'avoir des belles biomasses en fin d'été, juillet, août, septembre, octobre, comme illustré sur cette photo, qu'on laissait geler, hein, naturellement. Et des intercultures d'hiver qu'on mettait en place derrière des sols, notamment. Donc là, c'est d'autres plantes, plutôt typées hiver, des seigles, des avoines, des choses comme ça, mais avec le souci de toujours couvrir le sol. Et au bout de 10 ans, malgré la chimie, je dis bien malgré la chimie, on a quand même, qui devait quand même nous pénaliser, on n'en était pas vraiment conscient. Aujourd'hui, on en est intimement persuadé. On détruisait beaucoup de carabes, on détruisait beaucoup de lombriques, beaucoup de mycorhizes, mais on n'abordait même pas le sujet à l'époque. Mais on avait quand même des structures très portantes et des sols vraiment, vraiment beaucoup plus résilients. Donc, au bout de 10 ans, nous voilà en 2012, 2013, avec des sols performants. Il faut quand même 10 ans. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment faut être patient. Alors là, Mais, bien sûr, il a neigé dans l'Ain, c'est ça? il a neigé dans l'Ain. Non, non, c'est après une grosse averse. Donc, de l'agriculture de conservation. Bon, on n'était quand même pas très, très, très fiers d'utiliser toute cette chimie. Bien sûr, on avait envie de basculer vers de l'agriculture biologique en 2013. Donc, on a converti l'exploitation d'un coup, hein, en une seule fois, 200 hectares en agriculture biologique. Et là, bien sûr, on se rapproche de techniciens, l'ADABio dans le département de l'Ain, qui prône le labour, hein. Donc, comment résister au dogme du labour? Donc là, on a quand même résisté. On n'a pas voulu labourer, on est resté avec du travail superficiel. Là, bon, c'est une photo assez spectaculaire d'une terre, c'est une luzernière en bio, Donc, c'est pas chez toi, là. 3 ans. Oui, c'est à côté de chez moi. C'est un collègue qui s'est déconverti parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a eu une vague de déconversion en 2023, 2022, 2023, des gens qui ont arrêté le bio pour revenir au conventionnel. Et cette parcelle qui était en conventionnel, en bio, pardon, en luzerne, donc un sol très bien structuré, une luzernière à la faculté de vraiment bien structurer le sol, les rendre très poreux. Il a labouré le champ pour revenir en conventionnel. Et après une forte pluie, retour à la case départ, on s'aperçoit que, voilà, une
Gros problème de porosité, hein, de l'eau qui reste en surface. On ne peut imaginer une érosion dans le bas-fond là-bas. Donc, ce que tu veux dire, c'est Euh, que là, un labour, un seul labour oui, suffit pour déstructurer, enfin pour briser, j'ai envie de dire, les efforts faits tout à avant fait. et abîmer le sol, quoi. Moi, j'en suis convaincu. Et là, vraiment, je connais cette parcelle, hein, elle est dans mon village. Elle a 3 ans de luzerne. Donc, c'est quand même, quand vous donnez un coup de bêche dans une luzernière, on s'aperçoit quand même que les sols sont très, très bien structurés. Ça a une puissance d'enracinement énorme. En une fois, un labour profond. Et voilà. Retour à la case départ. Donc, ça, on ne voulait pas. Nous, on voulait pratiquer du bio sans retournement. Mais, bien sûr, le labour, ça a quand même la faculté de remettre les compteurs à zéro et de partir sur des sols très propres. Parce que l'objectif, c'est quand même de gagner sa vie, hein. Donc, on met une plante commerciale, un blé, un tournesol, un soja dans le sol. Et il faut quand même qu'il arrive à s'en sortir et qu'il ait de l'avance sur les mauvaises herbes qui galopent, hein. La nature a horreur du vide. Donc, au printemps, même à l'automne, on a un enherbement euh, naturel qui arrive rapidement. Donc, on a fait l'acquisition de cet engin-là, qui est très impressionnant, mais qui gratouille le sol. C'est un scalper qui travaille le sol à 3 centimètres. Donc, on s'interdit d'aller plus bas. Faut dire qu'on a une structure qui est quand même sympa, puisqu'on a quand même un arriéré. On a 10 ans d'ACS, d'agriculture de conservation des sols. Donc, on a une structure quand même intéressante en profondeur. Le labour est loin derrière nous, hein. Donc, mais on a quand même l'obligation de mettre nos cultures sur des terres, je dirais propres, entre guillemets, indemnes d'adventice. Donc, on pratique du scalpage, des désherbages mécaniques qui se substituent au désherbage chimique. Il faut savoir qu'en désherbage chimique, on a un rendement, un débit de chantier de 10 hectares heure, alors que là, avec une bineuse, on a un rendement de 1 hectare, 8 000, 9 000 mètres, 1 hectare à l'heure. Donc, vous savez, le temps de travail n'est pas le même. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a peu de conversion, j'imagine, en France. C'est-à-dire que c'est très performant. L'agriculture conventionnelle est très performante. Donc là, la C'est ce qui culture, pousse aussi à l'agrandissement. pardon Laurent, Oui, la culture oui. sur laquelle il y a un désherbage mécanique, c'est du soja, c'est ça? Donc ça, c'est du soja semé en ligne avec le semoir qu'on a vu précédemment, le semoir bleu, qui est capable de semer en ligne de manière très précise avec des sojas équidistants. Ils sont semés à 2,5 cm, 3 centimètres. C'est même 2,5 cm entre eux. Donc c'est très précis. On sème et de chaque côté, on vient faire passer une lame à droite et à gauche, très précis, ben, voilà, très, très proche, pour, euh, pour donner la chance à la culture. Parce que si on fait rien, il y a un enherbement et vous savez, les plantes endémiques ont une vigueur bien supérieure aux semences, aux plantes commerciales. Et bien sûr, on- on a un enherbement et on est voué à l'échec. Donc, on est obligé de désherber mécaniquement. Voilà. Le passage en bio, bah, ça nous a quand même ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, beaucoup d'autres rencontres, d'autres interlocuteurs. On a été contacté par des apiculteurs intéressés par la démarche, puisqu'ils sont venus mettre leurs ruches dans nos intercultures. Du coup, on a changé nos intercultures. On a plutôt parti sur des intercultures mellifères pour satisfaire un peu leur doléance. Euh, voilà, on a aussi développé une filière avec un groupe d'agriculteurs sur du blé ancien. Il n'y a pas de marché en conventionnel, mais sur du bio, voilà, c'est intéressant. Voilà, c'est mon associé. C'est pas un nain, il n'est pas à genoux, il est debout. Et là, c'est des céréales qu'on pratique, pas qu'on sème tous les ans. C'est des blés anciens. On a monté une meunerie participative avec des collègues là. Donc, on a à la gamme des farines de blé anciens. Et c'est des blés qui ont été développés avant-guerre. Donc, pas du tout sélectionné avec une fertilisation chimique. Et on a des développements racinaires très importants, des développements aériens aussi très importants. Et dès qu'on met une fertilisation organique,
même là, sur des céréales comme ça, elles versent. Elles sont même pas adaptées. C'est très rustique. Donc, ça nous va bien, ça nous arrange. On Donc, pratique aussi Oui, vas-y, je pardon, t'écoute. quand tu dis fertilisation organique, tu parles là, des couverts, hein, des couverts végétaux, des intercultures. Alors, non, 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 on a aussi effectivement, on a des intercultures, mais on apporte des effluents d'élevage. D'accord. Il faut savoir que derrière à l'horizon, là, on arrive dans une zone d'élevage à 10 km d'ici et où on peut trouver des fumiers, des fientes de volailles. Donc, on les fait venir et on les fait épandre. Heureusement, c'est pas très loin de chez nous. On a cette chance-là. Donc, quand on met un fumier ou même une fumée organique sur des céréales de blé ancien, elles ne supportent pas, elles ne sont pas sélectionnées pour avoir une fertilisation organique artificielle comme ça. Elles versent. Elles versent. C'est même trop, c'est trop pour eux, trop pour elles, quoi. Donc, c'est intéressant de travailler avec des blés anciens, c'est que nous, comme, ça nous coûte très cher aussi ces effluents d'élevage, donc quand on peut s'en passer, on n'hésite pas. Donc, ce On sont fait des aussi beaucoup variétés. de soja, pardon. Vas-y, continue. Ouais, on fait aussi beaucoup de soja parce que c'est une légumineuse autonome en azote. L'azote nous coûte cher hein, en bio, donc moins on en met, mieux on se porte. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a quitté l'ACS avec très peu de travail du sol, hein, on faisait que semer. On a réintroduit du travail du sol, certes superficiel, mais des binages, des herçages, des passages d'hersétrie pour enlever ces mauvaises herbes mécaniquement. Donc, on a retrouvé des sols nus avec des aléas climatiques réels aujourd'hui, hein, des fortes précipitations comme on connaît aujourd'hui, des orages très violents qu'on n'avait encore pas il y a 15-20 ans. Et on a eu des problèmes d'effondrement, comme ça, des effondrements de talus. Voilà, on n'est pas fiers quand même. Des eaux, des érosions, des, des eaux très teintées dans les fossés, des choses pas sympas, quoi. Et pourtant, on est en bio. Donc attention, moi, j'en suis pas fier, quoi. On a aussi des pivots de colza soudés comme ça qui sont induites par des compactions de surface, des petites compactions à force de travailler le sol en surface, ça nous crée des petites zones de compaction. Donc, on a, on s'est dit, tiens, on arrive peut-être au bout du truc, quoi. C'est-à-dire que faire du bio, ok, mais mettre le sol en péril comme ça nous pose problème. Et il y a une chose qui nous manque, c'est qu'on avait dans l'agriculture de conservation des sols, c'est l'AC, c'est cette lettre C qu'on n'a pas en AB. Donc, cette diapo que j'ai intitulée Recouvrer le C pour atteindre l'ABC. C'est pour moi le Graal, c'est-à-dire que si on y arrive, donc pratiquer l'agriculture biologique sans intrants chimiques, mais en conservant la fertilité des sols, voire même en bonifiant le sol, quoi. Donc, le Donc, C, c'est le carbone, c'est ça, hein, c'est le le carbone. C, alors non, c'est de la conservation du sol. D'accord. Agriculture de conservation, ça sous-entend pratiquer de l'agriculture en limitant le travail du sol et en bonifiant le sol, en améliorant ses performances, son augmentation en matière organique, augmenter sa matière organique, augmenter sa résilience, augmenter sa porosité, augmenter sa vie. C'est ça la conservation. C'est ce que ça sous-entend. Voilà. Donc d'atteindre en fait une agriculture durable. Hein. L'agriculture de conservation des sols conventionnelle, elle n'est pas durable puisqu'elle repose sur des intrants qui viennent de l'autre bout du monde, très énergivores. Mais l'AB nécessite beaucoup de travail de sol, donc ça met en péril le taux de matière organique des sols aussi, de l'érosion, mais concilier les deux et essayer d'atteindre l'ABC, l'agriculture biologique de conservation des sols. C'est ce à quoi on s'attelle depuis un an ou deux et on espère y arriver. Donc, retrouver des sols comme ça ouverts le plus possible. Là, nous sommes en avril 2024. C'est c'est une interculture c'est un sol c'est opportuniste, hein. C'est un ray gras qui est venu naturellement. J'ai pas semé du tout. Et l'objectif est de mettre un soja là au milieu, quoi. Donc on est en train de broyer là.
Donc là, pour on va donner, rentrer dans l'aspect un peu technique de comment on fait pour voilà, cultiver sur un sol qui n'est pas travaillé ou extrêmement peu travaillé, juste en oui, surface. Alors, on t'écoute, nous sommes impatients. voilà, voilà. Donc ça, quand j'étais conventionnel, je ne travaillais pas les sols, j'étais en agriculture conventionnelle de conservation, mais avec des produits chimiques, hein, et herbicides. J'avais jamais ce genre de paysage sorti hiver, puisque mes sols ne s'enherbaient pas l'hiver. Ils avaient des résidus de culture qui protégeaient le sol, avec quelques herbes spontanées qui arrivaient, mais j'avais une persistance d'action des phytos, des produits phytos. On n'avait jamais ce genre d'enherbement. Et depuis qu'on est en bio, depuis 10 ans, bon, les sols se sont sûrement nettoyés, puisque on a une, on a une, des plantes opportunistes, endémiques, qui viennent et elles ne sont plus gênées par ces résidus. C'est encourageant. Moi, je trouve ça encourageant. Donc, c'est opportuniste de laisser nos sols comme ça s'enherber naturellement, hein. Donc, parfois, on met en place des intercultures pour maîtriser un petit peu le choix des plantes. Mais là, en l'occurrence, quand je vois que le régras s'installe naturellement comme ça, le régras, c'est une plante indicatrice, hein, qui dit qu'il il y a beaucoup d'azote disponible. Donc, laissons-le faire. On voit d'ailleurs qu'il n'a pas faim du tout. Il a un vert prononcé, soutenu, et il a piégé. Il a conservé cet azote organique, puisqu'elle est forcément organique chez nous, qui était disponible. Elle n'a pas été lessivée, elle a été bloquée et valorisée par ce régras. Vers un travail du sol minimisé, hein. Donc là, on est sur une interculture sortie hiver, mais qui a été semée. On a choisi les plantes. On a du seigle, on a des fleurs de fabacées qu'on voit un peu plus loin, orange là. Hmm. Là, on a de la matricaire, celle-là, on l'a pas choisie. On a de la facélie dessous, on a des févroles, hein. Le challenge, c'est d'arriver donc à pratiquer l'agriculture biologique avec des plantes commercialisables, là au milieu de ce bazar, je dirais. Mais c'est pas un bazar, oui, c'est totalement libre. Donc, pour obtenir ça, il va falloir quand même un petit peu travailler le sol, un minimum. Enfin, je sais pas si vous voyez le titre en bas, mais je le vois pas, strip-till. Si, si, on le voit, hein. Ouais. Donc, c'est un terme anglais qui veut dire uniquement la ligne. On travaille uniquement la ligne et on laisse, ça correspond à peu près à 20% de la surface, hein. On ne peut pas faire moins puisque quand même, il va falloir donner une chance à cette culture. Donc, pour ça, on est obligé de travailler un petit peu la ligne. Euh, donc, on s'est rapproché d'un agriculteur qui a contribué à mettre au point cette machine dans le sud-ouest de la France, dans le Gers. Que là-bas, l'ABC a pas mal d'avance par rapport à chez nous. Bon, on est en lien, on a des collègues maintenant, on échange beaucoup, mais cette machine est capable de venir maîtriser l'interrang que l'on voit ici. C'est une plante couchée, mais qui aura tendance à se redresser. Le rouleau est là, lui, pour maîtriser cet interrang sans toucher au sol. C'est une désherbineuse qui va créer des lésions, qui va écorcher, blesser cette interculture, mais qui va pas la tuer. Elle va la maintenir latente, hein. Dans un objectif surtout d'avoir un interrang nourricier pour, bien sûr, multiplier les carabes, multiplier les lombriques, les colamboles et tout ce qu'on voit pas et tout ce qu'on connaît pas. Alors moi, quand on voit que les scientifiques ne connaissent pas tous les organismes du sol, moi, encore plus, hein. Moins on travaille le sol, mieux on se porte. Et l'objectif, c'est d'avoir cet interrang que je qualifie de nourricier qui ne sera jamais travaillé, hein. Donc là, sur la photo qu'on voit, quand tu dis travailler, Oui, c'est quand même toujours très, très superficiel. c'est très superficiel, c'est à 3 centimètres, hein. Alors là, aujourd'hui, là, c'est un matériel que j'ai inventé. Je l'ai inventé, non. Je l'ai modifié. C'est un rotavateur. Un rotavateur, c'est un axe horizontal qui tourne comme ça. Donc, vous voyez mes mains, comme elles font. Elles prennent la terre du dessus, du dessous, la met dessus. Donc,
Ça me plaît pas beaucoup parce qu'on va, même sur 3-4 centimètres, on va prendre de la terre à 4 centimètres, on va la mettre dessus. Donc aujourd'hui, on ne pratique plus ça. On a remplacé cette machine. Pourquoi on était parti là-dessus? C'est quand même important. C'est qu'on s'était dit, bon, pour passer dans des intercultures développées comme ça, il va falloir un outil animé qui fait un hachage, pour hacher et puis pouvoir. Mais bon, aujourd'hui, on a une autre machine qui a un chasse-débris comme ça. Elle chasse le débris. Vous voyez mes dents, mes mains. J'essaie de symboliser parce que j'ai pas de vidéo, alors je me débrouille comme je peux. Voilà. Et au milieu, on a une dent qui travaille le sol. Donc, on chasse le débris végétaux et on a la dent. Et donc, on n'a pas de bourrage mécanique, hein. Dans un potager, on arrive toujours à se débrouiller, on y met les doigts et tout. Mais là, on a des grandes surfaces, il faut que ça avance, il faut pas que ça bourre, on a des contraintes mécaniques. Et puis, on a aussi le temps, le chronomètre, il faut que ça avance, quoi. Sur 200 hectares. Donc, cette machine, aujourd'hui, on la travaille pas. Le débit de chantier était ridicule. Mais on s'est fait la main. On s'est fait la main pendant 2-3 ans avec ça. Et voilà, ça a été progressif, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, on a des belles populations de lombriques et de carabes qui, eux, viennent consommer les limaces qui ne se privent pas de se multiplier et qui consomment aussi beaucoup de graines, puisque parfois, bien sûr, on a des petits accidents avec des kénopodes, des amarantes qui produisent des graines qui tombent sur le sol. Et quand on les laisse au sol, aux aléas climatiques, l'hiver, on ne crée pas de retournement ou que ce soit. On s'aperçoit quand même que ça décline. On a très très peu de germination malgré une production massive de semences, quoi. Puisque les carabes en consomment beaucoup, les intempéries aussi, les limaces. Donc on n'a pas d'augmentation des pressions de mauvaises herbes. C'est la question qu'on nous pose souvent. Oui, oui, mais vous allez vous faire déborder par les mauvaises herbes. Aujourd'hui, on n'observe pas ça. C'est Alors, plutôt Laurent, encourageant. afin de pouvoir Oui, permettre des échanges, est-ce que tu peux oui, aller au bout de ton exposé encore pendant 5-6 minutes? ouais. Là, j'aurais fini, je pense, dans 5-6 minutes. Ça Très bien, va? merci. Alors, on s'est un petit peu formé aussi sur les plantes bioindicatrices parce qu'on observe beaucoup de choses, notamment des proliférations de chardon à certains endroits. Donc, le chardon, ça veut dire blocage du phosphore dû à des compactions. Quand on a cet arriéré de scalpage, donc des compactions, et on pourrait le résoudre. On a commencé à le résoudre en partie avec des sarrasins. Donc, un problème chardon peut être résolu par des sarrasins qui lui a la faculté de débloquer le phosphore. Et puis, il y a encore plein de plantes comme ça, c'est un exemple. On voudrait aussi dynamiser le sol en développant les mycorhizes. Pour aider tout ça et développement des mycorhizes, on s'est lancé dans l'agroforesterie il y a 3 ans. Donc, on a commencé à implanter 32 hectares déjà, pour commencer, des haies périphériques pour couper le vent. On est sur un plateau très venté. Les haies ont été arrachées dans les après-guerre. Donc, on remet des haies pour créer des microclimats, limiter le vent. Et là, c'est une photo qui date d'une semaine. C'est avec l'entreprise Sanofi qui sont venus nous aider parce qu'ils voulaient un peu verdir leur image, j'imagine. Ça nous arrange bien, ils sont venus nous aider. Et on a planté donc des haies intraparcellaires à l'intérieur d'une grande parcelle pour créer de la biodiversité, héberger des carabes et héberger des oiseaux aussi, et créer des mycorhizes qui viendront s'irradier un petit peu dans les parcelles. Combien vous avez planté de mètres en linéaire à peu Alors, près? aujourd'hui, on est à 3 kilomètres. Mais le vendredi dernier, on a planté 1,9 km. On était 90 personnes, on a été assez performants. Et il nous reste la semaine prochaine 1 kilomètre à mettre. Donc on sera à 5 kilomètres en tout de planter en 3 ans. Là, c'est un lycée agricole qui est venu nous aider. Bon, en plus, ça crée des échanges avec des lycées, c'est intéressant. Les jeunes sont assez réceptifs à ça. Donc là, voilà, c'est la première parcelle agroforestière céréalière du département de l'Ain. J'ai appris ça, je ne savais pas qu'on était les premiers. En élevage, il y en a déjà, mais là, elle fait 8 hectares. Et à l'intérieur, c'est des plantes, c'est des arbres. Des arbres, on a des alliés. Alors, j'ai fait une liste parce que je ne les retiens pas. On a des merisiers, on a des chênes sessiles, on a des alisiers tominales, des cormiers. Et ce seront des plantes, ce sera des arbres de valeur, de valeur en Syrie, enfin des arbres nobles, hein.
Bon, je ne vous cache pas que c'est pas moi qui vais les exploiter parce que dans 40 ans, je ne serai plus là, hein. Mais ce sera pour l'avenir. Donc, ça crée aussi une passerelle avec les avec nos prédécesseurs, nos successeurs, pardon. Ça peut créer un commun, c'est intéressant. Voilà, donc ça crée de la convivialité, hein. On a pique-niqué ce jour-là. Voilà, une parcelle agroforestière au printemps, hein, donc une parcelle en premier plan brise-vent et on aperçoit en loin les arbres à haute valeur, hein. Pour l'instant, ça ne sont que des scions, mais ce sera dans quelques années, dans quelques décennies, des arbres à haute valeur qui viendront créer aussi un microclimat, hein, refroidir la température du sol, l'atmosphère, avec leur évapotranspiration. On anticipe un peu les problèmes du changement climatique hein, qui nous pourront donner, hein. Voilà, donc là, je conclus puisque Pierre me dit d'arrêter. Mais bon, tu vois, on est à peu près dans les temps. Donc, nous, on est intimement persuadés que un des serments d'Hippocrate, si on peut dire, de chaque agriculteur, ça devrait être de rendre les sols en meilleur état qu'ils ne les ont rendus, hein. Et c'est pas très difficile dans notre secteur en céréales, puisque les sols sont très bas, en taux de matière organique très bas. Et il suffit de s'y intéresser pour remonter un petit peu. C'est pas très compliqué, hein, donc, mais on est quand même c'est très marginal quand même malgré tout. Euh, L'ABC, bon, c'est le Graal. On s'y attelle, on n'y a pas atteint encore, mais on espère y arriver. Il faut rester très humble, hein. C'est pas simple. Il faut faire preuve d'humilité, pardon. Euh, L'agroforesterie, bah ça, comme je disais tout à l'heure, ça va créer forcément une passerelle avec nos successeurs, puisque c'est sur le temps long, hein. C'est sur le temps long, mais on est intimement persuadé que c'est quelque chose d'avenir. Et puis ce qui serait bien pour essayer de changer les choses, hein, pour accélérer, parce qu'on sent quand même que les lycées agricoles, quand on échange sur les programmes qui sont enseignés aujourd'hui, c'est un peu, je trouve un petit peu à la traîne là-dessus. Ce qui serait bien, c'est quand même, Marc-André Solos nous dirait pas le contraire, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est que, qui est un microbiologiste, que ce soit une matière qui soit enseignée, hein, la microbiologie des sols, il faudrait qu'elle soit enseignée dans tous les lycées, dans toutes les écoles d'ingé, et à un niveau un petit peu. Et puis mettre ça avec un fort coefficient, parce que tout repose quand même là-dessus, sur la vie du sol, et ce serait bien de- d'insister là-dessus, sur la microbiologie, hein, pour faire changer les choses. Voilà. Sans ça, ça va être compliqué, je pense. Donc voilà, Merci Laurent. Tu as une dernière diapositive, je crois, qui nous montre. je Alors, pense elle que nous montre j'en quoi? ai Elle nous fini. montre des Avec ruches. une citation. Ah non, il y avait une photo avant. Juste, est-ce qu'on peut juste jeter un œil Oui, sur la photo? Ouais. C'est une de tes parcelles, c'est ça? celle-ci là. Oui. Ouais, c'est une de nos parcelles. En fin d'été, on a deux agriculteurs qui viennent hiverner leur parcelle, pardon, leur ruche pour faire le plein d'énergie. Donc là, on choisit plutôt on se met d'accord sur le choix des plantes. Il y a une dominante facélie, sarrasin, tournesol. En fabacée, on a des févroles pour justement avoir un maximum de nectar pour que leur population d'abeilles fasse le plein d'énergie avant l'hiver, hein. Donc là, c'est orienté plein sud, les arbres sont au nord, hein. Donc voilà, c'est une parcelle, elle est en place. Actuellement, elle est encore en place, sauf que la culture est dévitalisée par le gel, mais les, les ruches sont toujours en place aujourd'hui, hein. Il faut imaginer cette parcelle. Ça, c'est une photo qui a été prise en octobre 24. Octobre 25, pardon, je me trompe. C'est vraiment cette année, octobre 25. Voilà, une petite citation pour conclure, qui n'est pas de moi-même, mais de Keynes. La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Nous, ça nous est facile un petit peu d'évoluer parce on est hors code familial. On n'a pas de parents, on n'a pas un père qui vient nous. On n'a pas d'histoire là-dedans. Donc, c'est beaucoup plus facile d'évoluer, je pense, que quand on est installé
sur l'exploitation familiale. Oui, pardon. Voilà, j'en ai fini. Merci Laurent, merci beaucoup. Alors, moi, ce que je retiens, bah déjà, je trouve qu'il y a de l'espoir dans ce que tu nous montres sur Oui, une agriculture à grande échelle qui peut être respectueuse des sols. oui. Plus que bio, je dirais. Je sais, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Donc, c'est possible, il y a de l'espoir. Donc, on va te poser quelques questions là quand même, parce que bah, moi j'en ai plein, mais il y a eu aussi au moins déjà une question qui est arrivée dans le chat. La première question, c'est quand tu parlais de des installations, pardon, non, pas des installations, les gens qui quittaient le bio pour revenir au Oui, conventionnel. La déconversion, merci. la Alors, il y a une déconversion. question qui dit pourquoi cette vague d'abandon? Est-ce qu'il y a trop de contraintes? Non, moi je pense que ces gens qui se sont convertis déjà pour une mauvaise raison. Ils se sont convertis il y a 3 4 ans, quand les cours du bio étaient au plus haut. Ils ne se sont pas convertis par philosophie. J'en connais trois qui sont déconvertis parce qu'ils avaient des pressions de leurs voisins. Ils se faisaient engueuler quand ils sortaient le pulvé, mais ils n'étaient pas convaincus. Voilà, donc nous, on s'est convertis par philosophie. Donc même si les cours ont bien chuté avec l'invasion de l'Ukraine, il faut savoir qu'on a vraiment morflé en 2023, 2022-2023. La consommation du bio a chuté et nos récoltes, la valeur de nos récoltes a perdu 40% quand même, hein. Donc ça a été dur, hein. Donc d'exploitations se sont déconverties et des très grosses unités, hein. Alors, Laurent, juste, Ouais, je t'ai pas demandé si tu peux faire des réponses oui, assez courtes parce qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. d'accord. Il y a beaucoup de gens qui ont été enchantés de ta présentation. La première question, enfin la deuxième maintenant, c'est est-ce que le fait d'avoir un couvert végétal amoindrit le tassement du sol du tracteur, dû au tracteur? Et Oui, bien sûr. peut-être juste, Laurent, excuse-moi, j'interromps. Est-ce que tu peux couper ta présentation pour qu'on te voit en toi répondre aux questions? J'ai pas compris. Ouais, Faisons. est-ce que tu peux Ferme fermer ton ton... diaporama? Arrêtez ton diaporama Voilà. et prends en grand. Comme ça, on te voit en vrai répondre aux questions. Merci Sinon, tu Amélie. es sur une Ouais. toute petite vignette. Sauf que je sais pas faire. Ah, bon, alors, c'est Alors, pas grave. vous êtes en train. Attends, comment j'efface ça? J'en sais rien. Tu échappes? Bon, J'échappe. on va continuer, c'est pas grave. Oui, Voilà, pardon, c'est pas et tu grave. peux. Attends, mais je vais Je fais te. double-clic sur ma vignette? Non, bouge pas, je vais t'interdire de Non? partager, ce sera plus simple, comme ça, hop. Voilà, normalement, tu devrais plus pouvoir partager là. Bon, on continue, Laurent, parce que le temps passe. Donc, la Ouais, question du tassement, est-ce que le couvert végétal limite le tassement? bien sûr, puisque le système racinaire de l'interculture, c'est comme un maillage, c'est comme un ancrage dans le sol qui va armer le sol. Ah, c'est bon là? Non? C'est bon, on te voit en grand. Voilà, très bien. Qui va armer le sol, donc et puis qui va aussi améliorer la porosité du sol. Donc, après une forte pluie, vous allez pouvoir revenir avec vos engins lourds plus rapidement dans la parcelle. Oui, donc, bien sûr, oui, la réponse est oui. Alors, est-ce que l'ABC, tu as dit que l'ABC était difficile, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à la mettre en place de façon pérenne? Donc, ce que tu as dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de producteurs comme toi, vous êtes les Oui, seuls dans le département de l'Ain. Toi, tu t'es oui, beaucoup formé, tu es allé dans le Gers et puis ailleurs, ça fait partie de ta philosophie aussi d'être formé, c'est ce que oui, tu me disais quand on préparait ce webinaire. Donc, du coup, pour oui. répondre à cette question, est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui un retour d'expérience pérenne sur l'ABC? Alors oui, l'ABC avec zéro travail du sol, non, ça n'existe pas. Comme je vous disais tout à l'heure, au printemps, il va quand même falloir dégager une petite ligne de semis pour pouvoir mettre la graine. On ne peut pas mettre une graine de soja au milieu d'une interculture comme ça, c'est pas possible. Elle va jamais s'en sortir. Elle va peut-être même pas germer puisque la semence, elle va rester en dormance. Donc ça, c'est complètement utopique, mais limiter fortement le travail du sol en ABC, oui, je pense que c'est largement possible. À ma connaissance, les gens les plus avancés là-dessus, c'est clair, ils sont dans le Gers. Des, je ne veux pas citer les noms, ça sert à rien. Euh, il y a une exploitation qui s'appelle la ferme Proterre au Québec, qui communique beaucoup sur Facebook. Vous allez vous taper
ProTerre, PRO Terre. Sur Facebook, vous verrez, c'est sympa. Ils avancent fortement sur sur 400 hectares, hein. Ils ont même 500 hectares aujourd'hui, donc c'est intéressant, hein. Donc, voilà. Je ne D'accord. sais pas si j'ai répondu à la question, mais Alors, on continue. Est-ce qu'il y a des certifications ABC comme celles qu'il y a en agriculture biologique? C'est-à-dire que, bon, j'imagine la question porte sur le consommateur, et puis ben, pour toi, oui. producteur, est-ce qu'il y a un label ou une À ma certification? connaissance, non. J'ai déjà cherché, j'ai pas trouvé. Même dans Internet, j'ai pas trouvé. Non, je ne pense pas que ça existe. Donc, le corollaire de ça, c'est comment toi, tu valorises tes produits alors que tu as des contraintes fortes techniques, que ça demande une bonne technicité, ça demande un investissement. Comment on peut faire passer cette pratique à une communauté agricole plus grande qu'aujourd'hui quelques pionniers? Alors, comment je peux séduire des agriculteurs biologiques à passer à l'ABC? C'est ça ta question? Ou Ben, convertir un conventionnel à l'AB? c'est comment aujourd'hui étendre l'ABC, l'agriculture biologique de conservation, Conservation? sachant qu'il n'y a pas de plus-value a priori commerciale. Non, il n'y a pas de plus-value. Eh bien, justement, nous, on l'a vraiment pratiqué cette année, hein. Et on a quand même diminué le temps de travail. Donc, c'est un argument de taille. C'est-à-dire que le binage, cette fameuse photo que vous voyez là-dedans, dans le sol, chaque côté du soja, c'est un débit de chantier d'1 hectare-heure. Alors que si on gère l'interrang avec le fameux rouleau, vous savez, cette machine, c'est 5, 6 hectares-heure. Donc, nous, on a augmenté nos débits de chantier, on a diminué le temps de travail en pratiquant l'ABC. On a baissé notre consommation d'énergie fuel et on a augmenté, alors ça, on le sait parce qu'on le sait avec notre bêche, on a augmenté la vie du sol, on a moins pénalisé nos lombriques, donc c'est un investissement sur le long terme. On espère augmenter nos- la fertilité de nos sols en limitant le travail, en Donc il y a quand limitant même des gains. le désherbage mécanique. Il y a quand même donc du coup des gains au niveau des marges du fait de moins Oui, travailler le il y a, sol, moins consommer de fuel, oui, etc. on a fait beaucoup moins d'heures de travail, beaucoup moins d'heures de tracteur cette année en ABC qu'en AB, miné, RC et trié traditionnellement avec les outils de désherbage mécanique. Tout à fait. Mais il n'y a pas de label, on ne vend pas nos cultures, nos grains avec un label ABC, donc ça n'existe pas. D'accord. On en Est-ce vend que plus du cher. coup, par rapport au sol, on a beaucoup parlé du sol, si on y revient un petit peu, est-ce que toi, tu as réalisé des analyses de sol avant, après? Est-ce que tu as des éléments là-dessus sur la qualité de ton sol, autre que visuel, par la présence des lombriciens, des insectes, etc.? Non. Alors, on est sollicité tous les ans par la COP pour faire des analyses de terre, mais elles sont assez peu intéressantes parce que c'est N, P, K, oligoéléments, que des choses que eux proposent à leur gamme, en fait. Moi, c'est pas très intéressant. Ce qu'il faudrait faire, c'est des analyses biologiques du sol, comme le que pratiquent le couple Lydie et Claude Bourguignon. Bon, c'est pas le même budget, mais ce serait très intéressant. On l'a pas fait, j'avoue, on l'a pas fait. Il aurait fallu le faire avant et après. Non, par contre, on a des observations visuelles. Le sol est beaucoup plus teinté, beaucoup plus sombre qu'avant. On a une activité lombricienne intense, beaucoup de vers de terre, des câbles qui courent partout dès qu'on gratte le sol avec le doigt, chose qu'on ne voyait pas. C'est ça, un contrôle visuel. On a quand même des analyses pratiquées. On a gagné 1 point, 1 point et demi de matière organique en 15 ans. C'est lent, certes, mais on vient de 1, on est monté à 2,5. Mais il faut savoir que dans les années 50-60, c'est des terres qui étaient à 4, 5, voire 6% de matière organique chez Hmm. nous, hein. Alors du coup, vous êtes combien alors on a vu qu'il y avait, tu as parlé de Xavier, ton Oui, associé, qui était dans les blés, là, qui faisait 1 m ouais, c'est ça. 60. Ouais. Vous êtes combien à travailler sur la ferme? Rappelle-nous donc 200 hectares, c'est ça? 200 hectares. On est deux personnes, on est deux Deux agriculteurs. personnes, d'accord. Oui, Et avec des coups de main pour les plantations de haies, d'arbres? oui. Donc là, l'agroforesterie, on travaille avec Mission Haies, qui est une association qui prône et qui met en place, qui aide les gens à mettre en place l'agroforesterie et les haies. Et c'est eux, j'avoue, hein, on se repose entièrement sur eux, qui organisent les chantiers collaboratifs
Hein. C'est pas nous qui avons appelé Sanofi, c'est pas nous qui avons appelé les entreprises qui viennent chez nous. L'année dernière, on a eu deux autres entreprises qui sont venues nous aider. Bon, c'est un petit peu pour verdir leur image, hein, j'imagine. Mais c'est Mission Lait, alors qui chapeaute tout ça. Ok, je mets dans le chat la référence de Mission L. Ok. Ouais. Est-ce que tu arrives à quantifier ton temps de travail par semaine, à trouver un équilibre entre le temps pro et le temps perso? Alors voilà, là on voit les questions qui touchent au monde agricole. Et Oui. bah voilà, je te laisse répondre. Ouais. Alors nous ne sommes pas éleveurs. Un éleveur travaille beaucoup plus que nous. Un éleveur en polyculture élevage travaille beaucoup plus que nous. Nous, on arrive quand même à générer du temps libre, notamment l'hiver, notamment en ce moment. C'est pour ça que je fais un webinaire. Non, c'est vrai que décembre, janvier, février, c'est très très calme. On reste même un mois et demi sans venir sur notre lieu de travail, hein, je l'avoue. Mais après, on a des contraintes mécaniques, on revient faire de la mécanique parce que faut entretenir le matériel. Et on a une période un peu chaude, avril, mai, juin, juillet. Là, c'est plutôt deux journées en une. 10 heures, 11 heures de travail par jour, hein, j'avoue. C'est un petit peu. On pense qu'on va arriver à réduire avec l'ABC ces nouvelles techniques. Je pense y arriver. À réduire un petit peu le temps de travail en limitant le binage, qui est très, très chronophage. Mais sur une année globale, on a un temps plein, 8 9 heures par jour, hein, voilà. C'est assez classique. On n'est pas à 12 13 heures comme certains éleveurs, voire plus, quoi. D'accord. Alors, ça, c'est une question qui est personnelle et je ne te demande pas des chiffres, mais est-ce qu'en termes de rémunération aujourd'hui, quand on est sur ces pratiques-là, qui ne sont pas si Oui, reconnues que ça, qui sont une agriculture qui demande un engagement presque philosophique, on va dire, est-ce qu'on arrive quand même à se rémunérer décemment? oui, jusqu'à 2022. Après le coup fourré de Poutine, là, on a eu, comme je disais tout à l'heure, 2 années très compliquées, hein. 2022, 2023, l'exploitation n'était plus rentable, quasiment plus rentable. C'est pour ça que des gens se sont déconvertis. Nous, on a tenu bon parce que voilà, on a moins de charges, on a plus d'enfants à charge, on a pu tenir debout, on a pu tenir le cap. Mais et là, franchement, c'est reparti. Les gens reconsomment du bio, les marchés sont porteurs. Il y a eu des déconversions, ça a fait de la place, hein, aussi. Et là, c'est redevenu rémunérateur. Combien je me rémunère, j'en sais rien. Non, mais je ne te demande pas la précision. Mais si, c'est intéressant. Là, c'est redevenu intéressant. On reprend morale. Ok. Et alors, du C'est, coup, il y a une question c'est, qui est en c'est- lien avec ce que tu viens d'évoquer sur les circuits de vente. Est-ce que vous êtes en local ou par tes produits, donc tournesol, blé, Oui. etc. Alors, effectivement, depuis qu'on est en bio, tous nos produits restent dans le Grand Rhône-Alpes, hein. Il n'y a rien qui sort. Puisque la totalité du soja est vendue soit à la coopérative locale qui triture dans l'Isère le soja. Cette année, on travaille avec l'entreprise Cidron, qui est entre Lyon et Saint-Étienne. Ils ont acheté la totalité. J'avoue qu'on a vendu au plus offrant, hein. C'est eux qui nous en ont offert le plus. Les orges, elles partent dans la Drôme. Tout est valorisé dans la Drôme, dans une malterie, puisqu'on fait que des orges brassicoles. En plus, on adore la bière, donc ça tombe bien. Toi aussi, d'ailleurs, Pierre. Donc, une malterie locale dans la Drôme, chez Avomalt, hein. Les blés anciens partent dans une filière blé ancien, hein. C'est nous qui écrasons notre blé ancien grâce à une meunerie collaborative qu'on se partage à 5 6 personnes. Les tournements dans une huilerie en Saône-et-Loire, non? Voilà. Les colzas, idem. Donc voilà. Alors qu'avant, ça partait un petit peu monde entier, j'imagine, sur le marché mondial. On est sur un marché local uniquement. Mm. Voilà. Très bien. Et il y avait une autre remarque qui n'était pas une question, mais qui a été posée tout à l'heure, c'est sur les outils de l'ABC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Oui. on a bien compris que toi, Ah, ça coupe. Vous m'entendez? Alors attends, je coupe ma vidéo, peut-être que Ah, ça a coupé un peu. Oui, moi, si, enfin en si, tout on cas, t'entend toujours moi je très bien. t'entends. C'était juste pour te demander, Laurent, les Oui. outils. Il faut développer les outils. Donc, est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'il faut être un mécano comme tu Alors l'es là, pour adapter les outils? je t'entends mal. Excuse-moi.
Je parlais des outils de Oui, l'ABC. bien sûr. Parce que quand on achète des- les outils de l'ABC, oui. Alors, si on parle du rouleau, la machine est très aboutie elle a été mise au point par des agriculteurs dans le Gers. Franchement, on n'y touche pas, elle est top. Elle est vraiment très aboutie. Après, la machine strip-till, on a fait des modifications. On s'est donné la possibilité de réinjecter une graine derrière sur la ligne de semis. Donc, ça crée. Bien sûr, faut s'adapter. Donc, on fait jouer un petit peu le poste à souder. Vous m'entendez? On Je vous t'entend, vois plus. Laurent, mais on Allô? t'entend. Ça commence à être un peu haché. Puis comme il est 13h30, je te laisse juste terminer sur ce point assez rapidement, puis après conclure, si tu veux bien. Oui. Ouais. Moi, je me vois plus. J'espère que vous me voyez. Je sais pas. Enfin On te bref. voit, on te voit. Si, si, tout va bien. On te Oui. voit et C'est on bon? t'entend. C'est plus Moi, je vous du vois côté de plus. chez Pierre que ça coupe. C'est pas grave. Je vous vois. D'accord. Ok. Bon, bah, j'en ai fini. Oui, bah, bien sûr, il faut adapter un petit peu les outils. Il y a toujours du petit bricolage à faire. On échange beaucoup avec d'autres agriculteurs. Il y a aussi l'Atelier Paysan, qui est une association c'est totalement en open source. Il y a des plans, c'est tout en ligne. On peut trouver des choses sympas sur des exploitations plus petites. Nous, on a la possibilité peut-être d'acheter des outils un peu plus larges, mais on peut auto-fabriquer des choses, auto-produire. Sinon, bah voilà, en conclusion, bah, moi j'ai été content de participer à ce webinaire. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais bon, c'est toujours intéressant. Euh, mais il reste du chemin, hein, il faut rester humble, hein, comme je disais tout à l'heure, il reste beaucoup de chemin, mais c'est intéressant, très intéressant. Ça donne un sens à notre métier, puisqu'on est en train de bâtir des pratiques qu'on considère durables. Ce n'était pas le cas avant. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Laurent, pour ton témoignage, plein de vie. Pour quelqu'un qui fait pas souvent, ben bravo, c'était très clair. Je crois Ouais, ça a été à peu près. on était tous très contents de t'avoir. Bonne suite, c'est quoi le prochain chantier là en un mot là, aujourd'hui, demain, dans les champs? Alors aujourd'hui, bah, c'est repas partagé dans 5 minutes avec les collègues de Graines d'Olin avec lesquels on valorise nos blés anciens. Puis cet après-midi, on est en réunion. Et ils viennent aussi, ils sont un peu séduits par notre technique, ils aimeraient se rapprocher de nous. Voilà, c'est pour ça qu'on passe une journée ensemble. Et le thème, ça tombe bien, le thème, c'est l'ABC. Donc Très cet bien, après-midi, on parle de ça, mais au chaud. Sinon, actuellement, dans les champs, non, c'est propos, hein. On c'est laisse repos. tranquille le sol, on touche à rien. Merci, merci beaucoup. Voilà. On vous souhaite à tous une bonne journée. On vous retrouve sur notre site Les Épigés dans les formations. Prochain webinaire, c'est en février. On ira en milieu urbain cette fois-ci, s'intéresser au sol en milieu urbain avec le PMU, le Paris des mutations urbaines, qui sont des architectes qui travaillent pour retrouver des sols vivants dans les espaces urbanisés. Vous aurez toutes les informations sur notre site. Vous pouvez vous inscrire à notre lettre d'information aussi. Vous recevrez des informations. Et encore merci beaucoup Laurent, à bientôt et bonne suite dans tes projets. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.